Bonjour tout le monde, merci d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Marie-Pierre Bernard de l'Espace d'accélération et de croissance de l'Abitibi-Témiscamingue. On est une organisation là, qui travaille à soutenir les entreprises en Abitibi-Témiscamingue pour faire de l'innovation, développer de la croissance. Fait qu'on est là beaucoup pour les mettre en lien avec des experts, des organisations, des financements qui peuvent les soutenir dans les projets de développement. Puis on fait des activités comme celle-ci aujourd'hui, là, de temps en temps sur des sujets bien précis, des sujets qui peuvent être des enjeux pour les entreprises de la région, puis qui peuvent toucher soit des problématiques ou des opportunités de faire mieux, de se développer et tout ça. On a parlé depuis plusieurs mois avec beaucoup d'entreprises de la région qui nous faisaient part des enjeux au niveau de la logistique, du transport, au niveau de l'accessibilité, les coûts, comment est-ce qu'on peut s'organiser mieux au niveau justement de la logistique à l'interne, mais aussi de travailler avec les transporteurs à l'externe. On a été mis en contact avec Marcel Castonguay, qui est un expert dans la matière, et donc on trouvait ça bien intéressant de l'inviter à venir présenter aujourd'hui. Je ne parle pas plus longtemps. Moi, je vais passer la POC à Marcel pour qu'il fasse sa présentation. Ce qu'on suggère, là, dans le fond, c'est que Marcel va faire le tour des informations qu'il veut nous partager aujourd'hui. Et on va avoir après ça une période de questions. Fait que vous allez pouvoir échanger avec lui. Là, c'est vraiment l'expert, puis profitez-en pendant qu'il est avec nous aujourd'hui. Et puis après ça, il va y avoir aussi là, un petit pont qu'on va faire vers Yvan, qui est le représentant du Fonds Éco-Leader en région, donc qui ont des financements, dans le fond, pour les entreprises qui veulent diminuer leur GES, augmenter là, leur pratique au niveau environnemental et tout ça. Fait qu'il va pouvoir présenter le portefeuille d'options et de financement qu'il y a pour les entreprises ici. Et puis, la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée. Donc, après, quand on aura fini, là, vous allez recevoir peut-être de notre part demain ou en début de semaine prochaine le lien pour revisionner, en fait, la présentation de Marcel. Fait que si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas. Puis, vous pouvez aussi nous recontacter, là, me recontacter moi si vous voulez avoir le contenu visuel ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Donc, Marcel, je te passe la parole pour commencer ta présentation. D'accord. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Bienvenue à tout le monde. Je vais faire juste une brève introduction de Logistique Login, qui on est. L'entreprise existe depuis 2007 en service conseil, logistique, transport et entreposage. Donc, la mission première de l'entreprise, nous autres, c'est d'aider justement les manufacturiers et distributeurs à optimiser et automatiser leur processus logistique. Donc, je me déplace d'entreprise en entreprise pour les aider justement à améliorer leur compétitivité au niveau de leur secteur d'activité, mais aussi dans le but de réduire leurs coûts et d'augmenter leur efficacité, bien sûr. Donc, le but de ce webinaire-là, aujourd'hui, moi, ce que je visais, c'est de vous présenter un petit peu c'est quoi les grandes lignes de la gestion logistique, qu'est-ce qui est important à ce niveau-là, apporter une attention particulière. Vous donner aussi des pistes de réflexion par rapport à certains enjeux. Et je vais aussi vous proposer de vous soumettre des cas concrets là, du vécu de mon expérience depuis une quarantaine d'années dans le domaine du transport et de la logistique. Moi, j'ai travaillé 15 ans pour une entreprise de transport. J'ai été 10 ans comme directeur logistique pour une grosse entreprise ici dans la région de Québec. Et depuis 2007, j'ai ma propre entreprise de services conseil en logistique. Donc, c'est un petit peu ça le portrait de Logistique Login. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'est justement traiter de la gestion de la chaîne logistique, ce qu'on appelle le SCM, Supply Chain Management. C'est sûr que c'est un enjeu critique pour toutes les entreprises du Québec. Écoute, c'est une source d'économie en transport considérable quand c'est bien géré, bien optimisé. Donc, c'est un peu ça que je veux partager aujourd'hui. On va aborder beaucoup de sujets aujourd'hui, dont le pourquoi du supply chain management, à quoi ça sert, les processus logistiques aussi qui entourent ça, les différents intervenants dans le domaine, l'importance stratégique de la chaîne logistique, les enjeux et tendances actuelles que je vais vous parler aussi, parce qu'il y a beaucoup de mouvances à ce niveau-là.
Je vais aussi aborder le sujet de la sous-traitance logistique, tout ce qui peut se faire à ce niveau-là. On va aborder le point du benchmarking aussi, qui est un point très important, pouvoir se comparer à ce qui se fait sur le marché. Les activités logistiques en général, en quoi ça consiste. L'évaluation de la performance aussi, c'est un critère très important. Si on veut s'améliorer, il faut prioritairement se mesurer. Comment réduire les coûts aussi? Je veux apporter certaines pistes de solutions pour vous qui pourraient être pratiques dans chacun de vos secteurs d'activité. Je vais vous parler des technologies aussi existantes, les nouvelles qui se pointent à vous et qui pourraient vous aider justement à améliorer vos processus logistiques à l'interne et à l'externe. Je vais vous parler des impacts socio-économiques aussi, qui est un enjeu majeur de plus en plus regardé par les entreprises. Les critères d'évaluation aussi des transporteurs. Les indicateurs de performance aussi que je suggère. Écoute, il y en existe plusieurs, mais je vais focuser sur, d'après moi, les principaux selon mon expérience. Et aussi discuter un peu de l'analyse des écarts budgétaires quand on fait des projections au niveau des dépenses logistiques. C'est important de revenir aussi sur les écarts budgétaires que ça peut occasionner. Donc, qu'est-ce que le SCM? C'est la gestion de tous les processus internes et externes liés au transport, tant au niveau opérationnel qu'organisationnel et informationnel. Pourquoi j'ai mis en rouge l'aspect informationnel? C'est que, d'après mon expérience, c'est une grosse lacune encore aujourd'hui, en 2023, au sein des entreprises. L'information, de la façon qu'elle est véhiculée en temps réel, c'est pas encore adéquat, selon moi. Il existe beaucoup de segmentation entre différents départements, ce qui fait que l'information n'est pas toujours fluide. Je m'explique. Entre, exemple, le département production, le département logistique et le service à la clientèle, il doit y avoir une interconnexion là, très fluide des échanges d'informations à ce niveau-là. C'est pas normal en 2023 que le service à la clientèle n'ait pas accès à l'information en temps réel concernant, exemple, le suivi des livraisons. Quand un client appelle, qu'il demande où est sa commande, que le service à la clientèle soit obligé de communiquer avec le département logistique qui, lui, souvent doit communiquer avec les transporteurs. Donc, il y a un gros manque à ce niveau-là, selon moi. Donc, ça, c'est un élément important que je tenais à souligner dans cet aspect-là. Gérer, c'est organiser et synchroniser. C'est très important, ces deux mots-là, c'est que ça prend une structure, ça prend une synchronisation. Donc, au niveau des processus logistiques, tout ça doit être bien arrimé ensemble pour que l'information véhicule rapidement et offrir un meilleur service à vos clients. Les processus en tant que tels au niveau du supply chain management, ça implique bien sûr le transport, l'entreposage, la gestion des stocks, le service à la clientèle est impliqué là-dedans, la planification de production, bien sûr, les approvisionnements, la distribution et la sous-traitance vers des différents intervenants dans le domaine. Dans les entreprises, un récent sondage mentionnait qu'il y a plus de 90% des entreprises qui se disent préoccupées par la logistique. Donc, c'est probablement que vous n'êtes pas les seuls à vous questionner là-dessus, à savoir, bon, l'importance de ça au niveau du service, au niveau des coûts, bien sûr. Puis parmi les entreprises qui ont un département logistique, au sein des entreprises, il y en a seulement que 37% qui disent être impliqués dans la planification de production. Pour moi, cet aspect-là, c'est une aberration en soi. Et que le département logistique n'ait pas une vue en continu en temps réel sur les commandes qui vont être à expédier aujourd'hui, ça cause beaucoup de problèmes aux entreprises et ça génère une hausse des coûts de transport considérable. Donc, au niveau de la planification de production, il faut que ce soit vraiment bien arrimé avec le département logistique. Il faut qu'ils sachent très tôt dans la journée
quelle commande qui va sortir, à quel moment aussi, pour bien planifier les besoins en équipement de transport. Fait que tout ça, ça a une influence directe, c'est que quand c'est pas bien planifié, je vais vous donner un exemple de cas vécu au sein d'une entreprise où la production était uniquement axée, exemple, par couleur. Aujourd'hui, on fait des produits de telle couleur, demain telle autre couleur, etc. Pour le département logistique, c'était infernal. Il y avait du stock partout parce que une commande de différentes couleurs, il fallait attendre les derniers produits fabriqués pour être capable de compléter la commande, amorcer les chargements et tout ça. Alors que souvent, pour que ce soit fluide, une production doit tenir compte, c'est un enjeu majeur, des zones d'expédition. C'est-à-dire aujourd'hui, nous autres, on fait des commandes qui s'en vont en Ontario, qui s'en vont aux États-Unis, de sorte à ce que quand les produits sont fabriqués sur ce volet-là, au niveau qui tient compte des zones d'expédition, ça permet une fluidité au niveau des chargements. Sinon, on se ramasse avec du stock partout. Ça prend un entrepôt immense pour tout stocker ça en attendant que les derniers produits soient fabriqués. S'il y a un risque d'erreur élevé, ça met une pression énorme aussi sur le département logistique. Donc, dans la mesure du possible, à ce moment-là, il y a eu un nouveau directeur de production qui a été engagé, qui, lui, a changé la donne là-dessus pour y aller vraiment par zone de transport, de sorte à ce qu'il y ait une fluidité au niveau de l'expédition, une meilleure planification aussi des besoins en équipement de transport. Donc, tout ça, ça a donné un bien meilleur service à la clientèle à ce niveau-là, parce que là, tout le monde savait la commande pour telle région sort telle date, elle va être livrée telle date dans les délais prescrits au niveau des transports. Et aussi, dans le département logistique, seulement que 24 étaient impliqués dans la gestion des prévisions. Donc, de savoir la commande en tant que telle que j'attends aujourd'hui, à quel moment de la journée je vais la recevoir. Ça, c'est important parce que quand on fait des chargements, surtout en séquence, donc par livraison, par zone, si ma zone qui est en dernier, je la reçois en premier dans l'ordre de chargement, bien là, ça vient de créer un embarque, bien sûr, au niveau de l'expédition. C'est que cette commande-là, je ne peux pas la charger tant que je n'ai pas reçu la première qui va en avant de la remorque. Donc, au niveau de la planification de production, si c'est axé sur les zones d'expédition et les séquences de chargement, bien, à ce moment-là, la première commande qui est à charger dans la remorque, en principe, vous devriez la recevoir au début, de façon séquentielle comme ça, ce qui aide énormément à offrir un meilleur service aux clients en bout de ligne. Puis ça enlève beaucoup de gestion de retard de production également. Fait que, puis ça permet d'avoir justement moins d'espace d'entreposage requis puisqu'on les met dans les remorques au fur et à mesure à ce moment-là que la production sort. Ça, c'est un élément important. Les intervenants impliqués dans la chaîne logistique, bon, c'est bien sûr, on a les fournisseurs, les clients, dans certains cas, des distributeurs, des grossistes, des détaillants, les différents courtiers, courtiers en transport, courtiers en douane, les transporteurs, puis tout ce qui est l'aspect douanier aussi au niveau de la documentation qu'on a à faire pour les expéditions aux États-Unis principalement. Pourquoi le SCM est si important dans la gestion stratégique? Premièrement, c'est une source d'économie d'échelle considérable. Ça prend une coordination parfaite des opérations globales, un peu comme j'expliquais précédemment. Pourquoi aussi? Parce que les coûts logistiques peuvent être très importants. Okay? Dans la majorité des entreprises, je vous dirais, le coût de transport fait partie des 5 plus grands postes budgétaires des entreprises. Donc, il faut y accorder l'importance qu'il se doit là-dessus parce que, encore une fois, une bonne gestion au niveau de la chaîne d'approvisionnement peut être une source d'économie considérable et augmenter la compétitivité des entreprises. Pour aussi assurer un niveau de service de performance logistique uniforme. Pas
le moins possible qu'il y ait de délai d'attente ou quoi que ce soit à ce niveau-là pour offrir un meilleur service à vos clients. Puis pour maintenir l'image de l'entreprise via un système de distribution performant. Il faut avoir en tête que le transport, c'est souvent le dernier maillon ou le point de contact avec vos clients. Donc, un mauvais service de transport va impacter l'entreprise, bien sûr, parce que c'est pas nécessairement le transporteur qui va être blâmé, mais plus, quand ça vient de tel fournisseur, j'ai toujours des problèmes, les délais sont pas respectés ou c'est brisé lors de la livraison. Donc, il faut considérer l'aspect logistique, transport comme étant partie intégrante de l'image de l'entreprise. D'où l'importance de choisir des bons transporteurs avec des bons équipements, avec des chauffeurs quand même qui sont représentatifs du service que vous voulez offrir à vos clients. Aussi, l'importance, c'est que dans ce schéma-là, ce qu'on voit, c'est que 96 des répondants estiment que la gestion de la chaîne logistique est un enjeu critique ou important pour le succès de leur entreprise. Donc, c'est un élément très important au niveau de la croissance et même, je vous dirais, de conquérir peut-être des nouveaux marchés avec un nouveau service, un service adéquat. Bien, c'est sûr que ça va se refléter au niveau des ventes, bien sûr. Les enjeux du supply chain management, le contrôle des coûts, bien sûr, c'est un enjeu majeur, on ne se le cachera pas. La connaissance du milieu de transport. Ça, je l'ai mis en caractère rouge aussi parce que aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu de bien connaître l'offre et la demande au niveau du transport. Souvent, les questions qui me sont le plus souvent posées, Marcel, qui va à tel endroit? Qui a les meilleurs prix, le meilleur service? Donc, au niveau de la connaissance de l'offre et de la demande, c'est important d'avoir des gens qui ont cette information-là à l'intérieur de l'entreprise. C'est un élément important parce que ça vous permet de choisir les bons transporteurs qui offrent le meilleur service au meilleur coût et d'avoir aussi un réseau de contacts quand même assez large au niveau des transporteurs ou des fournisseurs, peu importe dans quel domaine, que ce soit des courtiers ou quoi que ce soit. Le réseau de contact est super important. Si un transporteur X n'est pas disponible, bien, vers qui on se tourne à ce moment-là? Donc, de développer un réseau de contacts, c'est super important là-dessus. Il y a différentes façons de développer ça. Vous pouvez faire affaire avec des entreprises, bien sûr, de la région, mais aussi, gênez-vous pas pour demander des services conseils à des spécialistes là-dedans qui peuvent justement mettre à votre disposition leur propre réseau de contacts. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Donc, souvent, ils vont juste me demander ce serait quoi les suggestions que je peux faire de façon très indépendante et neutre. Donc, je suis en mesure de bien les conseiller là-dessus, de regarde, dans telle région, ce transporteur-là, lui, il cherche des retours, donc il offre des bons prix avec du bon service, etc. Donc, de faire appel à un réseau de contacts, c'est super important. L'amélioration du niveau de service, c'est toujours un enjeu majeur, bien sûr, au niveau de la logistique. Qui est capable de bien nous servir dans les meilleurs délais possibles? La réduction des délais de livraison, okay? Parce que dans le domaine du transport, il y en a qui font des livraisons directes, qu'on appelle, dans leur propre réseau, ou bien qui font affaire avec des partenaires, là où la chaîne logistique peut se briser, c'est plus difficile. Donc, de recourir avec des transporteurs qui offrent des délais de livraison intéressants, rapides, des coûts intéressants aussi. Puis la couverture géographique, ça aussi, c'est un élément très important au niveau des transporteurs. L'idée derrière ça, moi, ce que je suggère souvent à mes clients, essayer de faire affaire avec des transporteurs qui ont une grande couverture géographique. Le but premier, c'est d'augmenter votre pouvoir d'achat. Au lieu d'avoir 2 ou 3 transporteurs pour vous servir, d'en avoir un qui est capable de couvrir toutes les régions, ça augmente votre pouvoir d'achat, donc ça peut vous aider à obtenir des meilleurs tarifs. Ça peut vous aider aussi au niveau des opérations,
Si, exemple, une entreprise a 1 ou 2 quais de chargement, bien, d'avoir plusieurs transporteurs aux portes à différents moments de la journée, ça peut devenir être compliqué à gérer. Donc, souvent, le fait de faire affaire avec un transporteur qui a une grande couverture, ça va vous permettre de tout mettre vos produits dans une même remorque, donc de libérer des espaces d'entreposage. Donc, la flexibilité aussi des transporteurs, c'est un enjeu majeur. Est-ce que vos fournisseurs de transport sont en mesure de vous fournir des équipements au bon moment, en quantité suffisante, et des équipements qui répondent à vos standards de qualité, en fait, je vous dirais, de type d'équipement? Donc, au niveau de la flexibilité que le transporteur, le plus possible, s'il est régional, va vous donner normalement un meilleur service que s'il vient de l'extérieur, à distance plus ou moins respectable. Les tendances actuelles. Les tendances actuelles, on parle beaucoup de virage vert. Okay? Donc, il y a une conscience accrue des enjeux socio-économiques et environnementaux. De plus en plus, les entreprises cherchent des solutions qui vont avoir un impact sur l'environnement, que ce soit au niveau des technologies ou au niveau du type d'équipement de transport à utiliser, que ce soit des transporteurs qui ont des, je vous dirais, des tendances vers le virage vert. Ça, c'est un enjeu majeur là-dessus pour diminuer justement les GES. Donc, tout ce qui concerne peut-être l'optimisation des transports. Mettre le plus possible de commandes dans une même remorque en utilisant le moins d'espace possible dans les remorques pour en mettre plus. C'est tous des aspects maintenant qu'on peut mesurer lors d'analyse et qu'on peut voir les effets bénéfiques d'une bonne gestion de la chaîne logistique. La sous-traitance logistique aussi. Une autre tendance, c'est que de plus en plus d'entreprises font affaire ou ont recours à du service conseil en logistique pour les aider justement à voir clair là-dedans, à faire des analyses et à prendre des bonnes décisions et améliorer leur processus logistique interne et externe, puis aussi automatiser certains de ces processus-là. Donc, il y a beaucoup de ressources là-dessus qui peuvent vous aider en ce sens-là pour vous améliorer. L'évaluation de la performance logistique aussi prend de plus en plus d'importance. Donc, les entreprises se dotent d'indicateurs de performance à ce niveau-là pour se mesurer, ce qui est une très bonne chose. Des systèmes d'information logistique intégrés. Donc, des systèmes, des logiciels qui vous permettent de mieux gérer vos transports, votre entreposage et même la gestion d'une flotte de camions. Ce qu'on appelle le TMS, le Transportation Management System, à ce niveau-là pour optimiser les chargements et aussi les itinéraires de transport, mieux gérer ses coûts de transport. Les WMS aussi pour gérer en temps réel les espaces d'entreposage, la traçabilité des commandes. Tout ça peut être automatisé. Et quand on parle de FMS, Fleet Management System, ben c'est au niveau de la traçabilité des camions, des livraisons. Il y a plusieurs technologies maintenant disponibles qui ne sont pas dispendieuses, qui vous permettent d'avoir ces informations-là. Une autre tendance aussi actuelle, c'est le recours à différents programmes d'aide gouvernementaux axés sur le développement durable, le développement de pratiques éco-responsables et l'adoption de technologies vertes. Donc, il faut savoir qu'il existe plusieurs programmes de subventions de gouvernement que je vais vous présenter, dont celui de Fonds Eco-Leader, qui vise justement à aider les entreprises à adopter des bonnes pratiques éco-responsables et d'adaptation de technologies vertes là-dessus. Et sur ce, bien, M. Yvan Dabiré va vous faire une petite présentation tantôt. En quoi consiste le programme Eco-Leader, qui, je pense que c'est une très belle solution pour aider les entreprises justement à s'améliorer à ce niveau-là. Il y en existe d'autres que moi, je connais personnellement aussi. Il y a le virage vert, qui est un autre programme qui vise plus l'optimisation du transport, à savoir l'optimisation des chargements et des routes.
Ensuite de ça, il y a le PECAN aussi, qui est un autre programme du gouvernement qui peut venir vous aider là-dessus par le biais de subventions là, pour vous aider justement à vous améliorer à ce niveau-là. La sous-traitance logistique, bien sûr, ça touche plusieurs domaines, l'entreposage, le transport, la distribution, préparation de commandes. Il y a des clients même qui utilisent ce qu'on appelle des 4PL, qui s'occupent justement des inventaires, de préparation de commandes et d'expédition. Donc, ça, c'est des services là, qui sont aussi utilisés par certaines entreprises. Le service conseil logistique, comme je disais tantôt, est en forte croissance parce que les gens ont besoin de s'améliorer au niveau de la gestion du transport, de l'entreposage pour réduire leurs coûts et augmenter leur efficacité. Il y a aussi de la sous-traitance au niveau finance, puis au niveau emballage et conditionnement des produits, savoir bon, notre emballage est-il conforme, on peut-tu l'améliorer ou en réduire les coûts. Autre considération aussi que je voulais porter à votre attention, c'est l'objectivité dans le choix des modes de transport. Quand que je parle de mode de transport, je pense que c'est important de savoir le moment où c'est-tu mieux d'utiliser, exemple, un transporteur courrier ou un transporteur LTL, c'est-à-dire un transporteur qui fait des petits lots, des petites commandes, à partir de quoi l'un devient plus avantageux que l'autre. Moi, je vous dirais souvent, au niveau du poids, exemple, à partir de 150 livres et plus, souvent, il faut regarder l'option du transport LTL, qui peut revenir moins dispendieux qu'un transport par messagerie selon différents niveaux de service. Donc, c'est de savoir un peu, bien, rendu à cette quantité de produits-là à expédier, il faut regarder les deux options, toujours de façon, je dirais, quotidienne là-dessus. Puis, je vais vous donner un exemple aussi au niveau du transport truckload, qu'on appelle, de chargement complet. Le choix des fournisseurs là-dessus, bon, on est-tu mieux d'y aller en transport routier ou encore en transport ferroviaire pour des plus longues distances, tout dépendant des délais de livraison requis par nos clients, bien sûr. Mais je vais vous citer un exemple d'un client, lui, qui faisait venir des containers de Chine, OK, puis qui était basé dans la région de Montréal. Et c'était des produits finis prêts à être expédiés. Quand ça arrivait à Montréal, bon, il redistribuait tout son matériel dans des camions vers l'Ouest canadien. OK? Fait que, il y a eu un nouveau directeur logistique qui a été engagé. Tout de suite, il a sonné l'alarme là-dessus. Il dit, écoute, il existe des centres de distribution en Colombie-Britannique ou à Calgary qui nous permettraient de déloader une partie du matériel et faire des livraisons locales là-bas, plutôt que de faire venir le stock à Montréal et de le retourner dans ces régions éloignées-là. Fait que c'est tous des aspects au niveau du choix des modes de transport qu'il faut considérer parce que ça a un impact énorme sur les coûts et la rentabilité d'une entreprise. Aussi, au niveau du choix des équipements de transport, bien connaître c'est quoi les types de remorques qui peuvent être utilisées. Encore récemment, chez un client, lui, il utilisait des remorques 53 pieds standard, qu'on appelle, là, pour expédier ses commandes. Donc, souvent, dans une remorque, il pouvait avoir la moitié de la remorque chargée sur le plancher, alors que quand j'ai fait l'analyse, moi, j'ai suggéré, étant donné que ce n'était pas des produits très, très hauts, d'utiliser des remorques logistiques, qu'on appelle, pour permettre de faire des doubles planchers. Donc, au lieu d'utiliser 24 pieds de remorque, en faisant un double plancher, il pouvait en utiliser juste 12 pieds. Donc, c'est 50 des espaces économisés. Fait que vous pouvez vous imaginer l'impact au niveau des coûts de transport. Ça venait de fondre comme neige au soleil parce qu'il utilisait beaucoup moins d'espace qu'originalement, juste à cause du choix des équipements de transport. Donc, ça, c'est un élément important. L'évaluation de la performance aussi doit toujours tenir compte de deux aspects. L'aspect qualitatif, bien sûr, et l'aspect quantitatif. Quand on parle de qualitatif, on parle de niveau de service, de fiabilité, de disponibilité aussi des remorques du transporteur, des délais de livraison
Et la propreté aussi des équipements et des chauffeurs. Ça, c'est l'aspect qualitatif qu'il ne faut pas négliger. L'aspect quantitatif, lui, il faut toujours regarder le prix global de transport, c'est-à-dire le prix de base, les frais accessoires, le carburant, c'est tous des éléments à considérer. Puis je veux porter votre attention aussi sur les frais accessoires. Souvent, ce sont des frais qui vont être plus ou moins cachés, si vous voulez, en quelque sorte. Des frais accessoires, ça peut être dans le cas, exemple, de longueur excessive de marchandises, donc du matériel qui est souvent très long, pas large, pas haut. Donc ça, c'est complexe pour un transporteur. Souvent, il va y avoir des surcharges pour ça parce que ça ne peut pas se manutentionner aussi facilement qu'un autre produit, exemple, qui est sur palette. Donc, les frais accessoires, ça peut faire en sorte de venir gonfler une facture de façon considérable. Fait que c'est comme les petits caractères sur une police d'assurance, il faut lui donner l'importance à ces frais accessoires-là pour voir si ça va avoir un impact vraiment déterminant pour votre entreprise. Puis il y a aussi le type de tarification que je veux porter à votre attention. Quand on parle de transport LTL, petit lot ou truckload, il y a souvent différents types de tarification. Puis ça peut devenir un petit peu mêlant ou difficile à gérer pour certaines entreprises. Il y a des types de tarification qui vont être basés, exemple, sur le poids, c'est-à-dire par 100 livres, par pied linéaire aussi, selon l'espace occupé dans la remorque. Il peut y avoir des taux par unité, c'est-à-dire par palette ou par colis. Il peut y avoir aussi d'autres sortes de taux comme au pied cube. Tout ça doit être pris en considération versus votre sorte de produit, la densité de vos produits. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un produit très dense, donc pesant, mais qui ne prend pas beaucoup d'espace, un taux par 100 livres ne serait peut-être pas la meilleure option. Il faudra regarder peut-être pour des taux soit par unité ou par pied linéaire, l'espace occupé, qui pourrait être beaucoup plus avantageux pour vous selon ce que le transporteur peut vous offrir. Donc, au niveau de la densité, à l'inverse aussi, si vous avez des produits très volumineux, pas pesants, donc à ce moment-là, un prix par pied linéaire n'est peut-être pas la solution idéale. C'est peut-être plus un prix à ce moment-là par 100 livres, sujet à un minimum de 10 livres par pied cube, qui est la norme de l'industrie, qui pourrait être plus avantageux pour vous ou par unité aussi. Fait que là-dessus, il y a des enjeux là, à considérer au niveau du type de tarification. Le pourcentage de carburant qui est facturé par votre transporteur aussi, c'est un élément à considérer parce que c'est des frais quand même très importants dans une facture de transport. Le pourcentage de carburant, il existe des normes dans l'industrie pour ça, que ce soit le FCA ou le MTS. C'est une norme qui, normalement, est respectée par la plupart des transporteurs. Donc, ça peut vous servir de guide ou de référence à savoir est-ce que je paie trop cher en carburant ou si ça convient selon les normes du marché. Puis souvent, lors de la négociation aussi avec vos transporteurs, vous pouvez même obtenir des escomptes sur le pourcentage de carburant. C'est des choses qui peuvent être négociées aussi. Le niveau de réclamation également. Bien mesurer, savoir ce transporteur-là, combien de dommages il a fait durant l'année, combien de livraisons il a manqué, etc. Donc, d'avoir des indicateurs de performance à ce niveau-là peut vous permettre de sonner des alarmes ou de faire des bons choix aussi à ce niveau-là. Je vais vous parler aussi du benchmarking, qui est un élément très important. C'est une mesure comparative de la performance avec d'autres entreprises ou même à l'interne. Donc, c'est une méthode d'améliorer la performance. C'est votre point de référence. C'est très important. C'est de regarder les meilleures pratiques, identifier les entreprises ou organisations qui sont les meilleures dans ces secteurs-là. Fait que souvent, il y a des articles à ce niveau-là là, qui peuvent vous servir. Aussi, pour établir vos propres standards à vous. C'est quoi que je recherche comme amélioration, puis de les mesurer aussi. Savoir ben, est-ce que les objectifs qu'on s'est fixés sont atteignables, est-ce qu'on a la bonne façon de faire, le bon fournisseur en transport pour y arriver. C'est des éléments là qu'il faut mesurer.
Puis, les 6 étapes du benchmarking, bien, première des choses, c'est d'identifier le problème. C'est de savoir, ben, est-ce que c'est plus au niveau des opérations qu'on a des lacunes, au niveau de l'administration, au niveau de l'expertise aussi, à savoir est-ce que nos gens ils ont les connaissances nécessaires là, pour avoir une bonne gestion au niveau des transports. Aussi, ça peut être une problématique de manque de main-d'œuvre, tout simplement. Donc, dans tout ça, une fois qu'on a identifié les problématiques, ben, c'est de les mesurer, déterminer le point de comparaison, amasser des données et les analyser. C'est important. Si on veut bien se mesurer, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vous améliorer puis déterminer les objectifs à atteindre et analyser les écarts. C'est bien beau de se fixer des objectifs, mais il faut, en cours de route, les mesurer et justifier les écarts s'il y a lieu. On va le voir un petit peu plus loin. Au niveau des écarts, ça peut être de différents niveaux. Donc, du benchmark, on peut en faire à l'interne, on peut en faire chez nos concurrents ou dans d'autres secteurs d'activité ou se comparer à des leaders dans ce domaine-là, au niveau de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, au niveau des leaders. Bon, les sources de benchmark. OK, on peut toujours regarder les magazines, des revues, etc., des journaux professionnels, des réseaux sociaux, des congrès et des conférences. Mais j'insiste beaucoup sur les cercles d'échange. Je vous parle par expérience. Il y a quelques années, j'avais été en charge de ce qu'on appelle un club logistique ici dans la région de Chaudière-Appalaches, qui regroupait plusieurs dirigeants logistiques ou plusieurs dirigeants d'entreprises qui avaient des intérêts au niveau de la logistique. Et ce cercle d'échange-là, on se réunissait peut-être 4 fois par année, mais on échangeait sur différents sujets qui tournent autour de la logistique, bien sûr, et ça permettait aux gens, aux entreprises, d'échanger des informations entre eux qui autrement n'auraient pas eu lieu. Puis, entre autres, il y a souvent des cas où une compagnie dit à l'autre, hey, moi, pour telle problématique, j'ai trouvé telle solution. Donc, c'est un partage d'informations très intéressant qui peut s'avérer très utile, mais aussi vous permettre de sauver beaucoup de temps par des recherches, profiter de l'expérience des autres, souvent, c'est très bénéfique. Donc, il y a différentes autres sources d'informations. Au niveau des consultants également, ça peut être une bonne source d'information de voir avec eux qu'est-ce qu'il y aurait à nous suggérer pour telle ou telle problématique. Les activités logistiques. En amont, au niveau opérationnel, bon, on parle principalement de réception de marchandises, contrôle de qualité, mise en inventaire et entretien des remorques de transport ou de manutention. Ça fait partie de leur fonction. Ensuite de ça, au niveau aussi en aval, c'est-à-dire le volet plus transactionnel administratif, bon, il y a tout le traitement des commandes, le suivi, la préparation des documents, le suivi des expéditions, le contact avec le service à la clientèle qui est très important, le suivi des coûts, bien sûr, la gestion des retours de marchandises, souvent aussi, qui ont à gérer ça, et les relations avec les fournisseurs, tout ce qui est l'aspect négociation des contrats de transport. Donc, ça touche aussi au niveau opérationnel tout ce qui est l'entreposage de produits finis. Souvent, ils vont être impliqués là-dedans. La préparation des commandes pour expédition, la vérification des livraisons, les chargements, les livraisons en soi, contrôle de la qualité, transfert entre entrepôts aussi. Souvent, c'est eux qui ont à gérer ça. Et l'entretien des équipements de transport pour ceux qui en ont. Donc, au niveau, je vous dirais, des indicateurs de performance, le mot-clé, se mesurer. Puis souvent, les objectifs généraux de l'entreprise qu'on voit ici, contrôle des coûts, croissance, satisfaction des clients, productivité, profitabilité, qualité, c'est des enjeux de l'entreprise, mais ce sont aussi tous des enjeux logistiques que le département doit considérer. Donc, ce sont les mêmes enjeux qu'au niveau de l'objectif de l'entreprise, mais pour ça, ça prend des indicateurs de performance pour être capable de bien
gérer ces aspects-là au niveau de la chaîne logistique. Comment réduire les coûts maintenant? Les meilleures pratiques et stratégies. Bien, encore une fois, par expérience, moi, je peux vous dire que l'optimisation, optimiser les processus logistiques, ça commence par ça. Ça devrait être la priorité. Optimiser les processus, automatiser certaines tâches aussi, centraliser l'information pour que ça devienne un guichet unique d'information, à savoir toutes les commandes qui doivent être expédiées, sont expédiées où, comment, par qui, avec des technologies efficientes. Quand on parle de TMS pour la gestion du transport, WMS pour l'entreposage, le FMS pour la gestion de flotte. Les outils technologiques, maintenant, il y en existe plusieurs. Puis je vous dirais, il y a des technologies web qui ont été développées au cours des dernières années qui sont quand même très peu dispendieuses et qui vont vous donner tous ces aspects-là au niveau de la gestion qui vont vous aider à justement centraliser l'information, automatiser des tâches, puis rendre la vie plus facile à vos employés. Donc, au niveau des technologies, on va parler un petit peu plus loin, voir qu'est-ce qui peut se faire là-dessus, sans avoir à changer le système ERP au complet, bien sûr. Développer le réseau de fournisseurs. Je vous dirais, à ce niveau-là aussi, ça a un impact majeur. Faire appel à des experts en conseil peut vous faire économiser beaucoup de temps et d'argent à ce niveau-là. Faire partie de regroupements, comme on le mentionnait tantôt. Puis bien former votre personnel au niveau des enjeux logistiques. Qu'est-ce que votre service à la clientèle a besoin au niveau du département des ventes aussi. Donc, de bien former le personnel au niveau des outils, mais aussi au niveau des processus logistiques optimisés, que j'appelle. Les technologies. Bon, souvent, on va me demander, ben, ça coûte combien, Marcel, un TMS, un WMS ou un FMS? Moi, je suis allé valider sur le marché actuellement. Écoute, il peut y avoir des applications très peu dispendieuses qui peuvent vous donner justement toutes vos statistiques de transport afin d'offrir une bonne gestion des coûts par client, des coûts par fournisseur, des coûts par territoire aussi. Donc, des TMS, là, ça peut partir aux alentours de 20 000. Ça peut monter jusqu'à 60, tout dépendant de vos besoins. Mais il existe des solutions là, web très intéressantes là-dessus qui ne nécessitent pas une grosse implantation de système ou quoi que ce soit. Facile à installer, de façon mobile aussi. Donc, ça peut être intéressant. Au niveau des WMS, c'est un petit peu plus complexe. Normalement, un système de base peut partir aux alentours de 15 000 et monter jusqu'à 75 000, tout dépendant de vos besoins. Puis au niveau du Fleet Management System, au niveau de la traçabilité des camions et de la gestion des entretiens et tout ça, ben, ça peut partir aux alentours de 700 $ par unité de transport environ. Fait que ça vous donne quand même une bon aperçu des braquettes de prix pour des technologies semblables. Retour sur investissement. Donc, c'est bien beau de savoir le prix que ça coûte, mais le retour sur investissement va ressembler à quoi? Un TMS, en moyenne, devrait générer des économies de 5 à 10 de votre budget de transport. Fait que c'est quand même une source d'économie intéressante d'avoir un système qui est capable de bien gérer vos coûts de transport. Au niveau du WMS, pour la gestion d'entreposage, une économie moyenne de 30 des coûts d'opération, c'est quand même pas négligeable. Puis là-dessus, moi, je vous ai mis à votre disposition un petit calculateur de prix de revient, justement, pour les technologies. Selon votre budget de transport, selon le nombre d'employés affectés à la gestion des inventaires. Donc, ça va vous donner quand même une bonne idée en combien de temps votre système peut être rentable pour vous. Donc, je vous ai donné un petit exemple ici. Une entreprise qui a un budget de transport, exemple, de 300 000, ben, le système TMS, il y a toujours l'année 1 d'implantation qui est plus coûteux parce qu'il y a de l'implantation à faire. Et après ça, ben, c'est juste des coûts de renouvellement de licence, si vous voulez, pour ces systèmes-là.
Donc, pour vous donner un exemple, un TMS avec un budget de transport de 300 000, avec un coût de base de 9 000 ben, serait rentable au bout de 7 mois d'activité. Puis les durées d'implantation aussi là, peuvent varier d'un système à l'autre, mais ce n'est pas très long à implanter ces systèmes-là. Au niveau du WMS, même chose, j'ai pris un exemple. Maintenant, vous avez 2 employés affectés aux inventaires, à la localisation et tout ça. Ben, un système qui coûte un prix de base de 15 000, en 6 mois, serait devenu rentable. Et il ne faut pas perdre de vue que ces économies-là sont récurrentes. Donc, une fois que c'est installé, d'année en année, vous réalisez des bénéfices sur l'implantation de ces systèmes-là. Ça, c'est une chose. Il y a aussi tout l'aspect environnemental qui doit être pris en considération. Je vais passer vite là-dessus parce que le temps file. Donc, les aspects sociaux, les aspects environnementaux aussi d'un bon système de gestion, les aspects économiques, augmentation de l'efficacité opérationnelle, organisationnelle, etc. La réduction des espaces au niveau de l'entreposage, la réduction aussi du carburant lié à une gestion de flotte. C'est tous des aspects économiques que vous pouvez bénéficier. Les critères et pondérations aussi. Lorsque vous faites une demande de soumission, c'est quoi vos principaux critères? Est-ce que c'est le prix qui est plus important, le service, le délai ou les systèmes de repérage? Tout ça peut être pondéré. Et après ça, quand vous recevez des soumissions, ben, vous pouvez les quantifier, si vous voulez, pour choisir le meilleur transporteur selon vos critères. L'analyse du budget aussi, c'est très important. Les coûts de transport sur vente, achat par client, par secteur et par fournisseur. L'analyse des valeurs des produits vendus aussi peut influencer beaucoup le coût de transport. Les taux d'utilisation des remorques. Les remorques, quand j'expédie, sont-ils pleines à moitié, à 40 ou à 80 Les coûts de transport LTL et truckload, les faire de façon distinctement pour avoir une meilleure lecture justement des coûts de transport pour chacun d'eux. L'analyse des écarts, comme je vous disais tantôt, c'est important de se mesurer et en cours de route aussi de faire des prévisions pour savoir si on atteint les objectifs. Il y a bien des facteurs qui peuvent influencer les coûts de transport, dont le prix du carburant, bien sûr, qui a un enjeu majeur là-dessus. Donc, pour l'instant, ça terminerait. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Puis, si vous désirez en apprendre davantage, bien, je suis ouvert à répondre à vos questions, si vous en avez, ou à communiquer avec moi. Ça terminerait la présentation. Merci, Marcel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont autour de l'écran qui auraient des questions pour Marcel, tant qu'il est là? Questions, commentaires? Merci beaucoup, Marcel. Marcel, est-ce que toi, tu es en mesure de redonner le contrôle à Yvan? On a Yvan qui est du Fonds Éco-Leader, comme on disait, qui a des programmes de financement qui peuvent être offerts aux entreprises là, pour être accompagnés pour, entre autres, diminuer les GES. Donc, on trouvait qu'il y avait un lien très important avec la logistique et le transport ici. Fait qu'on voulait laisser quelques minutes à Yvan pour présenter ces programmes de financement. Donc, je vais nommer animateur, c'est bien ça? Oui. Oui. Okay, oui. Et voilà, M. Yvan, la parole est à vous. Parfait, merci. Donc, OK. Donc, premièrement, il faut que je commence l'enregistrement, j'imagine, ou ça continue toujours? Ah, c'est correct, l'enregistrement fonctionne. Super. Alors, partage d'écran. Et voilà. Donc là, vous voyez bien le PowerPoint? Super. Oui. Donc, parfait. Merci Marcel pour la présentation et merci Marie-Pierre pour l'invitation. Vu la contrainte en temps, je vais vraiment aller à l'essentiel, puis on aura l'occasion de se reparler s'il y a d'autres projets, s'il y a des questions précises pour des projets. Donc, pour celles et ceux que j'ai pas pu rencontrer, je m'appelle Yvan Dabiré, nouveau conseiller pour le Fonds Éco-Leader pour la région d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est une initiative du gouvernement provincial, le Fonds Éco-Leader. Il y a plusieurs partenaires, dont le CETRI, le Centre technologique de résidus industriels en région. Donc, c'est eux qui hébergent le bureau du conseiller pour la région d'Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda. Donc, le Fonds Éco-Leader
a pour objectif d'orienter les entreprises vers des pratiques d'affaires éco-responsables et des technologies propres dans l'objectif d'améliorer leur bilan environnemental et leur compétitivité, oui. Donc, c'est très important de se rappeler que le Fonds Éco-Leader a également une visée économique. Donc, on n'a pas juste une visée environnementale, on essaie de marier les deux dans l'objectif de vraiment être le plus durable possible. Parce qu'une initiative, bien que vertueuse, bien que verte, ne peut pas durer dans le temps si elle n'est pas rentable. Donc, ça va être très souvent un feu de paille qu'il va falloir encore soutenir avec un financement. Fait que nous, on veut vraiment quelque chose qui va pouvoir se soutenir par soi-même. Donc, plus précisément, ce que nous, on entend par pratique d'affaires éco-responsables, ce sont vraiment des pratiques de gestion qui aident à améliorer le bilan environnemental, le bilan économique. Pareil pour les technologies propres, donc ce sont des matériaux de l'équipement qui permettent d'améliorer le bilan environnemental et le bilan économique. Donc, je vais pouvoir transférer la présentation à Marie-Pierre qui va vous la retransférer, fait que vous pourrez lire vraiment textuellement ce qu'on entend, mais l'idée générale, c'est vraiment une pratique, une technologie qui aide autant environnementalement que économiquement. On a 3 leviers pour pouvoir soutenir les entreprises. Donc, on a des conseillers qui sont disponibles dans toutes les régions du Québec. Et donc, on permet de faire un peu un diagnostic des besoins de l'entreprise, de les référer vers des experts qui peuvent vraiment les aider, les référer vers les programmes de financement qui pourraient les accompagner. Et comme Marcel avait insisté sur l'importance du réseau de contact, on a également un réseau de contact qui contient plusieurs partenaires qui peuvent justement aider les projets des entreprises. Donc, très souvent, si un projet même qui n'est pas finançable par le Fonds Éco-Leader peut être recevable par un conseiller qui va le référer vers notre programme de financement ou vers notre partenaire qui peut accompagner. Donc, c'est très important de ne pas juste nous contacter juste lorsque vous avez besoin d'argent, entre guillemets, mais lorsque vous avez une idée en général, on peut prendre la peine de discuter. Donc, évidemment, on a le programme de financement lui-même, donc du financement pour accompagner les entreprises. On avait 18,5 millions entre 2019 et 2023. Pour l'année 2023-2024, on a eu un réapprovisionnement de 8,3 millions pour l'échelle du Québec pour accompagner les entreprises. On a également des ressources qui sont disponibles. Donc, hormis le programme de financement Fonds Éco-Leader, on a d'autres programmes de financement sur nos répertoires qu'on peut référer, des experts qu'on peut référer, également des, des répertoires de projets qui peuvent inspirer les entreprises au cas où elles aimeraient faire comme d'autres cas succès qu'on a. Donc, précisément, ce que l'on peut prendre ce que l'on peut financer dans le cadre du Fonds Éco-Leader. Donc, on va commencer par ce que nous, on appelle les démarches globales de développement durable. Donc, ce sont des démarches qui ne sont pas nécessairement environnementales, du moins, mais qui touchent le développement durable. Donc, ça peut être un projet social, un projet économique pour l'entreprise. Et avant, on ne pouvait pas recevoir ce type de projet-là, maintenant, on peut les recevoir pour 50% des dépenses au maximum. Donc, si par exemple, vous avez justement un projet qui touche l'aspect social de votre entreprise, ça peut aller jusqu'à 50% et le maximum en termes de montant sera de 30 000 $. Je vais y revenir dans une autre diapositive. Si le projet touche explicitement un enjeu environnemental, la partie admissible est bonifiée pour un total de 75%. Donc, pour être plus concis, donc 50% lorsque c'est du développement durable en termes général, 75% lorsque c'est un projet qui va toucher un gain environnemental. On a également un maximum pour les experts qui seront recrutés de 200 $ de l'heure. Ça ne veut pas dire que si l'expert ou le consultant a des tarifs qui dépassent les 200 $ de l'heure qu'on ne pourra pas financer, on pourra juste financer la partie de 200 $, puis l'excédent sera financé par l'entreprise. Donc, ça, ce sont pour les projets de type individuel, donc une entreprise, un expert, mais on a des projets de cohorte qui regroupent plusieurs entreprises. Donc, là, on a un minimum de 3 entreprises par cohorte et le maximum par cohorte sera de 200 000 $ qui peut être financé par le Fonds Éco-Leader. Ça, c'était les limitations en termes de montant. On a des limitations aussi en termes de temps. Pour l'année 2023-2024, on peut recevoir des projets qui seront terminés pour le 31 décembre 2023. Donc, d'ici le 31 décembre, il faut que le projet soit déposé, accepté et vraiment qu'il soit concrétisé
jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, vous comprenez qu'il y a vraiment peu de temps. Il faut vraiment avoir des projets qui soient, je veux dire, assez rapides à monter pour pouvoir avoir une chance de le terminer pour le 31 décembre. Il y a certaines entreprises qui font le dépôt qui font le dépôt de la demande et qui commencent le projet une fois le dépôt déposé. Ça se fait, mais il faut être capable de payer de sa poche si jamais le projet n'est pas accepté par le fonds éco-leader. Fait que souvent, les entreprises qui ont des projets qui ne peuvent être faits que dans une certaine saison, comme par exemple des entreprises agricoles qui ne peuvent faire le projet en été ou au printemps, mais prennent le risque de le faire pendant cette période-là, puis au besoin, ils pourront ils pourront le payer par eux-mêmes. Donc, après avoir terminé le projet pour le 31 décembre, il faut remettre tout ce qui est documentation, rapport, facture, etc. pour le 29 février 2024. Donc, c'est vraiment pour cette année. Pour l'année prochaine, il y aura d'autres conditions et le temps venu, on parlera des autres conditions. Donc, je vais maintenant aller vraiment dans les parties que l'on prend en compte. Donc, on finance des projets dans ces 11 thématiques-là. Donc, l'analyse de cycle de vie, l'approvisionnement responsable, le bâtiment durable, les démarches en développement durable, l'éco-conception, l'économie circulaire, l'efficacité énergétique, la gestion de l'eau, la gestion des gaz à effet de serre, la gestion des matières résiduelles et évidemment la mobilité durable. Ce sont les thématiques vraiment qui nous servent à nous orienter, ce ne sont pas des thématiques exclusives. Donc, si un projet ne touche pas explicitement ces thématiques-là, ils peuvent être quand même être reçus par le fonds éco-leader. Il faut juste qu'on puisse le relier à une de ces thématiques-là. Donc, si vous avez des projets en tête qui ne touchent pas ces thématiques-là, on peut quand même prendre la peine de se parler. Puis, si ce n'est vraiment pas reçu par le fonds éco-leader, on pourra vous référer à un autre programme de financement. Donc, en détail, ce qui peut être financé au fonds éco-leader. Pour les pratiques d'affaires éco-responsables, ce sont la réalisation d'études, l'élaboration de plans d'action, l'accompagnement à l'implémentation de pratiques d'affaires éco-responsables pour un total de 40 000 $ par entreprise. Donc, il faut se rappeler que les pratiques d'affaires éco-responsables sont des pratiques de gestion. Là, on n'a pas vraiment de matériel qui est sollicité. Pour les technologies propres, là, il y a du matériel qui est sollicité. Le maximum est de 60 000 $ et encore une fois, c'est vraiment la réalisation d'études, l'accompagnement à l'acquisition. On ne finance pas l'acquisition du matériel. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'un panneau solaire, si vous avez besoin d'un nouveau broyeur, etc., peu importe le matériel, on ne pourra pas financer ce matériel-là, mais on pourra financer l'étude qui va expliquer la nécessité de ce matériel-là ou le gain que ce matériel-là peut représenter pour votre entreprise. Donc, c'est vraiment là où on s'arrête, mais lorsqu'on ne peut pas financer, on continue avec l'entreprise pour aider à trouver d'autres programmes de financement. Justement, je vais en revenir sur nos sites, dans notre site Internet, on a plusieurs programmes de financement dans nos répertoires qui sont disponibles. Et le maximum reste de 75%. On peut cumuler plusieurs programmes de financement pour un projet. Cependant, le minimum que l'entreprise doit sortir de sa poche est de 25%. Donc, par exemple, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir un financement fonds éco-leader pour 75% et trouver un autre programme de financement public pour le cumuler, pour avoir un programme 100% financé. Il faut vraiment que 25% au minimum viennent de votre poche. Donc voilà. Donc pour les démarches en développement durable, comme je le disais tout à l'heure, le maximum est de 30 000 $, puis c'est 10 000 $ par sous-section. Donc l'élaboration d'études, de plans d'action concrets du moins, la réalisation d'études, l'accompagnement, l'implémentation pour 10 000 $ pour chacune de ces sous-catégories-là. Juste quelques statistiques sur ce qu'on a fait entre 2019 et 2023. On a eu plus de 800 projets, plus de 1250 entreprises qui ont reçu ces projets-là, et ça représentait un investissement total de 50 millions, autant de la part du fonds éco-leader, de la part des entreprises et de la part de d'autres programmes de financement, mais dans le cadre de projets éco-leader. Donc, il y a vraiment de belles histoires. On a eu des entreprises qui ont pu développer des sous-produits à partir de leurs résidus, des entreprises qui ont réalisé des grosses économies de coûts grâce à l'efficacité énergétique, grâce à l'optimisation de leur transport. Donc, c'est vraiment un programme qui a eu beaucoup de succès et qui va continuer à avoir beaucoup de succès. Si vous avez des projets ou des idées de projets, n'hésitez vraiment pas à nous consulter pour pouvoir avoir accès à nos services. Donc là, je vais présenter un petit peu ce qu'on a dans nos sites web. Donc, c'est vraiment un site web qui est assez facile à utiliser. Donc, si on va au niveau des programmes de financement, on peut trouver des programmes de financement par exemple par thématique. Donc, c'est la mobilité durable aujourd'hui.
Donc, on peut en trouver, il y a certains qui sont vraiment régionales parce que ça vient de ces régions-là, mais on peut en trouver, donc, comme Petit Vert, par exemple, il y avait Rouler Vert, éco-camionnage, etc., transporter vert, dont Marcel parlait. Donc, il y a plusieurs programmes de financement qui sont disponibles sur nos répertoires que vous pouvez prendre la peine de regarder. On a également des répertoires à l'interne qui sont beaucoup plus où il y a beaucoup plus de programmes de financement, donc on peut également prendre la peine de construire nos répertoires internes pour vous aider. Puis pareil pour les experts, si vous avez besoin d'un expert, souvent c'est pas l'argent l'enjeu, le problème dans un projet, c'est vraiment qui va pouvoir faire le travail. Donc encore une fois, pour la thématique de la mobilité durable, trouver des experts qui peuvent vous aider dans ces projets-là. Je ne sais pas si, Marcel, vous êtes sur notre liste d'experts, si c'est pas le cas. Vous y êtes? Oui, c'est le cas là, au niveau transport logistique ou WMS, ces OK, choses-là, non? Pour OK, l'optimisation du transport, oui, effectivement, je suis reconnu par votre association. OK, Mm. super. Donc voilà, donc vous pouvez, grâce à Marcel, avoir un projet éco-leader également. Donc, Mhm. je reste disponible pour toute question. J'ai été vraiment bref, mais on peut prendre la peine d'avoir une rencontre pour pouvoir voir vraiment les nuances dans votre projet, puis voir dans quel contexte le projet éco-leader peut être pertinent pour vous. Merci Yvan. Merci Yvan, merci Marcel. Moi, j'ai mis dans le chat un lien web où il y a les coordonnées d'Yvan en fait sur le site EcoLeader, fait que les gens peuvent te contacter directement. J'ai mis un lien YouTube qui était une séance d'information complète là, sur le programme EcoLeader aussi qui est disponible en ligne. Et puis le visuel, puis la rediffusion, réécoute en fait de la présentation de Marcel aujourd'hui va être envoyée à tout le monde qui avait participé. Donc, vous allez recevoir un lien par courriel de notre part. J'allonge pas plus longtemps. On va y aller comme ça. Je vous mets ici, il reste là quelques minutes aux participants, un lien dans le chat qui est juste un petit sondage de satisfaction parce qu'on fait quand même souvent des activités comme ça à l'espace là, pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien. Est-ce qu'il y a des thématiques que vous aimeriez qui soient couvertes par webinaire ou peu importe. Si vous avez quelques minutes, je vous invite à aller le remplir. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter directement, contacter Martial, contacter Yvan. Merci beaucoup. À tout le monde et bonne fin de journée. Merci, vous également. Ouais. Merci. Merci, bye. Bye bye.